chapeau, avec son flingue et son grand lasso, avec ses bottes et son vieux banjo. Sacré Zorro. Le 9 août 1919, dans All Star Weekly, un magazine populaire américain, on appelait ça alors des pulps, apparaît une nouvelle d'un nommé Johnston McCulley, ça s'appelle The Zorro. Curse. Zorro, ça s'appelle Voilà. Zorro. Non, ça s'appelle The Curse of Capistrano, la malédiction de Capistrano. Et dedans, il y a un personnage masqué qui s'appelle Zorro. Ah, bon. Il n'a pas son titre sur la couverture, il l'aura beaucoup plus tard. Et Zorro, d'ailleurs, en espagnol, ça veut dire El Zorro. Le renard. Le renard, donc c'est un justicier. Et le succès est immédiat et fabuleux. Et il va durer jusqu'à la mort de Johnston McCulley. Il va faire 60 épisodes à peu près en tout. Ça sera un des plus grands succès de l'histoire de la littérature populaire américaine. Et ça va devenir un phénomène national, un engouement national grâce à la série de Zorro. Il aura tout juste le temps d'en profiter, puisque la série de Zorro démarre en 1957, donc un an avant sa mort. Et il meurt en 58. Mais en attendant, juste avant de mourir, il a écrit le dernier épisode. Dans le dernier épisode apparaît un sergent un peu rond, hein, juste avant la série télé. C'est le sergent Garcia, bien sûr. Par contre, dès le premier épisode des The Curse of Capistrano, apparaît un domestique muet. Bernardo. Bernardo. Donc, qui, dans les romans, était un personnage un petit peu... donc tout est là déjà. Zorro arrive. Donc, Zorro a inspiré très vite plusieurs personnages, il faut bien l'avouer. Il n'a pas été seul très longtemps, il y a eu Batman, parce que Bob Kane lui-même dit que Batman, en fait, c'est Zorro qui l'a inspiré. Et puis Lee Falk avec le fantôme du Bengale, s'est inspiré de Zorro aussi. Alors, hein, qu'est-ce que tu as dit? Je suis désolé de dire que tu as raison. Bah oui. D'ailleurs, Batman, c'est pas pour rien, quand il va avec ses parents au cinéma, tout petit enfant, ils vont voir quel film? Ils vont voir La Marque de Zorro, c'est déjà dans l'origine du personnage. Et ses parents sont tués et il devient Batman. Et voilà. Superman, c'est vrai que côté double identité, avec un côté un homme du monde, etc., qui en fait la nuit est le justicier, c'est déjà là. Mais en fait, tu es en train de parler des enfants de Zorro. Or, Zorro a un papa. Ah bon? Quand Johnston McCulley avait 20 ans, un roman a eu un immense succès. Et quoi? Et où il a tout copié. Il a copié l'homme du monde, un peu fat, qui en fin de compte est un justicier la nuit. C'est dans Le Mouron Rouge de la baronne Orczy. Mais c'est quoi le Mouron Rouge? Mais tu connais, c'est The Scarlet Pimpernel. Ah, bah oui, je connais sous le nom du Scarlet Pimpernel. Je suis désolé, le Et Mouron comme Rouge, Alain Carazé, là, on ne parle que de feuilletons. Bah, mais dehors, le monde réel cogne à la porte. 1911, c'est la révolution du Mexique. Pancho Villa et Zapata, ce sont les ancêtres de Zorro. Et juste avant, il y a eu un personnage, un vrai justicier qui a vraiment existé, qui s'est battu contre les riches, qui s'est battu pour défendre l'opprimé. Ça, je connais. C'est pas Robin des Bois, c'est Murrieta. C'est Joachim Murrieta. Ah, ça, je connais. Alors, la Californie, c'est un sujet que tu connais bien, toi. Bah oui, parce que Zorro est un personnage mythique, mais quand même, dans l'histoire de Zorro, c'est quand même l'histoire de la Californie, à savoir colonie mexicaine, avant sa colonie hispanique, espagnole, et puis finalement les Américains arrivent là-dessus, les Américains qui sont quand même un petit peu assis sur les bordures, donc c'est la lutte contre les pauvres peones, les banditos, comme tu disais. Voilà, donc les bandidos, ce sont des pauvres peones qui, par réaction, commençaient à rentrer dans l'art des Blancs. Et donc, c'est un peu Zorro. Les bandidos, c'est Zorro. Mais attends, moi, les Blancs, tu es méchant avec eux, parce qu'il y en a un qui est pas mal. C'est un acteur très connu à l'époque, une petite moustache fine, assez athlétique, qui s'appelait Douglas Fairbanks. C'est bien plus tard. Il lit Zorro, oui, mais c'est plus tard, mais il lit Zorro, et il se dit, voilà un personnage formidable. Il plaît aux hommes, et il plaît aux femmes avec sa prestance, donc je vais jouer Zorro. Et il va faire le premier film de Zorro, il va prendre l'escrime à l'occasion, et il va nous donner Le Signe de Zorro, un formidable film. The Mark of Zorro. Voilà, un chef-d'œuvre. Cinq ans plus tard, le succès aidant, il y aura un second film de Douglas Fairbanks autour de Zorro qui s'appellera Le fils de Zorro. En fait, en France, c'était Don Nix. Parce qu'en anglais, c'est Don Q, et Don Q, ça prêtait des jeux de mots un peu idiots. Don Q sur la commode, par exemple. Bon, un film magnifique où il y aura pour la première fois le fouet
où il y aura des duels très découpés au niveau du montage que tout le cinéma va reprendre. Ouais, tu veux dire que dans ce film, vraiment, c'est toute la mythologie de Zorro qui se crée dans le film. Et en plus, il danse le fandango comme personne. Il n'y a que la grande Zorro plus tard qui le dansera aussi bien. Oui, mais dans la vie privée de Douglas Fairbanks, ce Zorro a frappé plus souvent qu'à son tour. Oui. Il a eu un petit chien, un fox à poil dur, que lui a offert son épouse, la grande Mary Pickford. Et ce petit chien mordait les voisins. Et ils ont eu plein d'ennuis avec les voisins qui ont ce petit chien. Le petit Zorro mordait tout le monde. Après, Marie et Doug se sont achetés une belle maison à côté de Los Angeles. Ils ont appelé ça Rancho Zorro. Et ils ont divorcé. La maison n'a jamais été finie. Elle a été inondée. C'est la malédiction de Zorro. Mais le chien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pas fait piquer. Mais j'en sais rien. Mais en souvenir de Doug et de Mary, on regarde maintenant un bout du fils de Zorro. Dès 1920, Johnson McCulley va aussi écrire des films. Et en 1937, il va écrire le premier Zorro parlant, qui s'appelle The Bon Caballero, pour une petite firme qui s'appelle République. Ah mais attends, petite firme, parce que République, c'est quand même la firme qui a donné vraiment naissance, enfin qui était la firme qui faisait des céréales, quoi. Le film The Bon Caballero est un immense succès, et donc on lance des feuilletons. Car à l'époque, il n'y avait pas la télé. Voilà, il faut leur expliquer quand même. Il n'y avait pas la télé. Je ne sais pas comment on pouvait vivre. On allait voir des films en salle, des séries comme ça qui se suivaient, et ça s'appelait des cliffhangers. C'est-à-dire qu'on était pendu au rocher à la fin de l'épisode, et au début du suivant, il fallait venir la semaine suivante, bien sûr, on voyait comment on s'était échappé au péril terrible. Entre-temps, on s'ennuyait un peu. Les gens parlaient beaucoup, mais le début et la fin étaient toujours prodigieux. Et c'était tous les samedis, donc les enfants allaient au cinéma tous les samedis pour voir il y a eu plein de Zorro. Aventures de Superman, de Batman et de Zorro. Et il y a eu plein de Zorro. Oui, mais il faut quand même avouer que les premiers, c'était pas réellement Zorro. C'était le petit-fils de Zorro dans Zorro Rise Again en 1937. C'était une jeune femme qui s'inventait Zorro dans Zorro Black Sweep en 1944. C'est le fils de Zorro en 1947, le fantôme de Zorro en 1949. Zorro, c'est un jour engagé dans la Légion. Oui, voilà, quand même. Le meilleur de tout, c'était en 1939, c'était Zorro's Fighting Legion. Zorro, c'est le légionnaire qui était le plus proche des romans de Colley. C'était le vrai C'était dû à deux génies qui s'appelaient John English et William Whitney. On regarde, c'est un chef-d'œuvre. Zorro, nous sommes les légionnaires de Zorro. We ride with the legion that lives for today. We are ready for some what may, and the battle are we. We fight for a home and a liberty, by the hand of the we'll go on till we win. Let's begin. We ride. William Whitney s'était d'ailleurs, dit-il, inspiré de Busby Berkeley, le metteur en scène de comédie musicale, pour chorégraphier ses scènes de violence et d'action. Oui, mais d'ailleurs, ils étaient deux, William Whitney et John English. Comme ça, l'un faisait quelques scènes d'un serial, l'autre faisait des scènes de l'autre. Donc à deux, ils pouvaient en faire des... Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, le plus grand des serials, c'est pour moi le retour du Capitaine Marvel, qui est quand même un... Ah non, pour moi, c'est John English et William Whitney, c'est les Trois Diables Rouges ou J-Men contre Dragon Noir. Mais revenons à ça. Un metteur en scène de comédie musicale qui s'appelle Ruben Mamoulian va donner le Zorro suivant, le plus beau de tous les films de Zorro, avec Tyrone Power, Linda Darnell et Basil Rathbone en méchant, et c'est un éblouissement. Mais oubliez Tyrone Power, ou Banderas, ou Douglas Fairbanks. La vraie raison pour laquelle on est là, c'est pas Joaquin Murrieta. Zorro.
c'est Walt Disney. C'est le Zorro de Disney. Toute génération confondue, on a tous regardé ce Zorro. On a tous grandi avec l'envie d'avoir une panoplie. On se l'est fait acheter par nos parents. Mon fils, oui, moi, oui, toi, non, t'avais Batman, mais ça fait rien. On s'est tous rêvés en Zorro, et ça, c'est le Zorro de Walt Disney. Et le spécialiste mondial de Walt Disney, il connaît, c'est le deuxième sujet, il connaît le mieux après Star Trek. Il est ici, parmi nous. Le voici, Alain Carazé. Alors, on parle pas de Star Trek aujourd'hui, Zorro. Ben, il faut d'abord se poser la question, pourquoi est-ce que Walt Disney s'intéresse à Zorro? C'est vrai qu'il avait le personnage un petit peu dans ses cartons, et puis c'est vrai que Walt Disney venait de démarrer à la télévision américaine. Il paraît qu'on n'en voulait pas, qu'on lui a refusé, et que tout d'un coup, il a eu un succès qui s'appelait Davy Crockett. Exactement. Voilà. Ben, après 2 ou 3 ans de télévision américaine, Davy Crockett arrive, fait un carton à la télévision américaine, tout le monde a les espèces de casquettes David Crockett, là, donc succès phénoménal. Il dit, je vais essayer de faire la même chose avec Zorro. Et il le vend 78 épisodes de 1957 en 1959, et pas en après-midi, comme ça, pendant les après-midi de mercredi, comme on l'a vu en France. En prime time, s'il vous plaît, 19h30 le jeudi soir. C'est quand même pas rien, hein. Et donc tout d'un coup, Disney nous donne ce brûlot trotskiste, comme je dis parfois, cette espèce de grand feuilleton révolutionnaire qui a fait grandir des tonnes de générations, mais autour d'un acteur assez charismatique quand même, il faut le reconnaître. Ah, tout de même. Guy Williams. Tu te rends compte, Bernard? Je regarde vers le balcon et je vois Anna-Marie. T'es dit à quel point elle est belle. Elle paraît plus jolie que jamais. J'ai l'impression que notre séjour à Monterey se présente bien. Guy Williams, il n'était pas espagnol. Et non, il n'était pas espagnol, il était new-yorkais, mais de mère italo-américaine tout de même. Né en 1924, à savoir, c'était son vrai nom, Guido Armando Catalano. Avec ce sourire tout blanc, là. Ben, justement tout blanc, parce qu'il faisait des pubs pour les dentifrices. Ah oui, d'accord. C'est tout à fait exact. Et puis un jour, il a eu un accident au poignet, donc pour se remettre le poignet en état, on lui a conseillé l'escrime. Donc il a appris à manier l'épée, ce qui lui a beaucoup servi, parce que quand les gens ont commencé à faire le casting pour Zorro, il fallait quelqu'un qui sache manier l'épée, car si vous regardez bien, tous les combats dans Zorro sont faits avec de véritables épées sans mouche au bout. Mais est-ce que c'était un bon acteur? Parce que je me dis ça parce qu'il avait un charme extraordinaire. J'ai jamais pu savoir si c'était un charme qu'il avait dans la vie et qu'il comptait porter sur le plateau, ou si c'était un acteur extraordinaire. Je pense que tu l'as dit, acteur de série, tu vois, qui avait quelque chose de plus. C'était un acteur très charismatique. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Extraordinaire, je ne sais pas. Je trouve que, en tout cas, dans la dualité du personnage Zorro, Don Diego est absolument Il s'est pas pris pour Zorro comme Wes Miller s'est pris pour Tarzan. Pas du tout, Tarzan. parce qu'après, de toute façon, après Zorro, il a joué dans une série de science-fiction qu'on n'a heureusement pas vue en France, qui s'appelle Perdu dans l'espace. Et puis il est parti à Buenos Aires, parce qu'à Buenos Aires, Zorro était devenu un véritable héros, un personnage vraiment mythologique, applaudi par tout le monde. Donc il a décidé d'y rester, il y est resté jusqu'à sa mort. Et tu sais que c'est pas toujours lui qui joue Zorro dans Zorro. C'est-à-dire? Bah des fois il est de dos. Des fois, et donc c'est ça, et donc c'est un cascadeur, oui. Mais non, mais non, je vais te parler d'un cascadeur d'origine indienne qui a fait tous les films de John Ford et qui a fait tous les serials de Whitney et English. Il s'appelait Yakima Canute et c'était souvent lui dans les serials qu'on voyait plus souvent que l'acteur de dos, certes, mais or c'est encore lui qui dans ce film-là joue Zorro quand il se bat à l'épée qu'il est de dos. C'est toujours le vieux Yakima Canute qu'on trouvera dans les Cheyennes de John Ford de plus tard. Si le plus grand cascadeur de l'histoire du cinéma jusqu'à Whopping et Matrix. Et si tu veux un autre rapport avec les serials, c'est que parmi les réalisateurs de Zorro, il y a aussi le fameux William Whitney qui réalisait les serials dont on a parlé tout à l'heure. D'accord, mais moi j'ai des questions parce que là je rentre dans un domaine qui m'intéresse. Oui. Le sergent Garcia, c'était qui l'acteur? Vous m'avez fait demander, mon commandant. C'était Henri Calvin, en fait. Il était bien sûr acteur de radio beaucoup, parce qu'il a une voix vraiment tonitruante, et c'était un baryton, c'était un chanteur baryton avant tout. Et Bernardo, c'était Alors qui? Bernardo, Gene Sheldon, Gene Sheldon, son père était magicien, et avant tout lui aussi était magicien. Il était pas muet. Non, enfin. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. This bold renegade carves the sea with his blade, a sea that stands for sorrow. Arrêtez! Reculez, laissez de la place au commandant.
Et si on se souvient encore du Zorro de Disney à notre époque, c'est pas pour rien, c'est parce que Disney prenait les choses très très au sérieux. Chaque épisode de Zorro, c'était pour lui comme un véritable petit long-métrage. Bon, c'est un petit peu planté en le tournant en noir et blanc. Pour lui, il trouvait que le personnage de Zorro, c'était très noir-blanc. Cependant, quand on veut revendre la série des années plus tard, eh bien, il faut bien la coloriser parce que le noir et blanc, ça a un peu disparu des petits écrans. Cependant, le budget qu'il a loué à la série était quand même colossal. 75 000 $ par épisode. Bon, c'est minable pour notre époque, mais à l'époque, c'était quand même pour la télévision. Pardon, Disney, je l'appelle Zorro maintenant, pensez à tout. Parce qu'il avait prévu les jouets, les panoplies, etc., dont on parlait tout à l'heure. La ville Zorro, il avait véritablement construit pour la série télé, le décor de la série télé, une véritable ville. Ça lui coûtait très cher, plus de 500 000 $. Et la ville a été détruite en 1985. Ça veut dire que si tu allais au studio Disney avant 1985, tu pouvais toujours te balader dans la ville de Zorro. Et Zorro, c'était aussi la bande dessinée, car Disney vendait à Dell Comics les droits de tout ce qu'il faisait en film, etc. Et il a demandé au meilleur dessinateur de l'époque, Alex Stott, de faire un Zorro prodigieux, qui est une bande dessinée quasi abstraite, très avant-gardiste. Tout en ombre et lumière, très très belle. Qui est extraordinaire. D'ailleurs, Zorro en bande dessinée, après ça a influencé le concours masqué. Le concours masqué, il y a du Zorro qui passe. Jacoviti, avec les concours de salami qui se battent entre eux en duel, c'est Zorrikid. Ça vient de là aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute une suite de Zorro. Mais Zorro, en fait, à cause de Walt Disney, il est revenu comme ça à la surface. Et les épiciers du monde entier, je parle des vrais épiciers, hein, ceux qui sont là pour faire de l'argent. Les petits producteurs mexicains, les petits producteurs italiens se sont dit, on va relancer Zorro. Et ils se sont mis à faire ce que j'appelle la belle époque des Zorro dégénérés. Vous avez donné le signal pour faire venir Zorro. Eh bien, il faudra qu'il se dépêche, car cette fois, ce sera trop tard. Trop tard pour vous, capitaine. Mais ce Zorro n'est pas si dégénéré que ça. Il est assez sérieux. Il y a quand même eu une époque où il s'est battu contre Massiste, Napoléon ou les Trois Mousquetaires. Et alors au Mexique, il y a eu les sous-Zorro. Et là, on se régale. Zorro, ça veut donc dire que le renard. Mais il y a eu l'aigle noir, el águila negra, el coyote, le coyote, el gavilan vengador, le faucon vengeur, le léopard, le loup noir, le tigre, un Zorro blanc et un Zorro rouge. Il n'y a pas eu le Schtroumpf, non? Non. Et puis, puisqu'on en est dans les Zorros qui descendent l'escalier, après, il y a eu les Zorros érotiques comme les chevauchées amoureuses de Zorro de Robert Freeman. Qui êtes-vous, Zorro? Je me présente, Diego de Vega, votre serviteur. Très heureux. Que vous gardiez votre masque passe encore, mais je vous en supplie, retirez au moins vos chaussettes. Oh, j'en avais assez de cette vie de guerrier. Mais le calvaire zorophile n'est pas terminé, parce qu'il y a eu récemment Zorita, une ancienne actrice de Baywatch, de second plan, bien sûr. Oui, actrice et oui, une actrice, ça fait pas bon ménage, d'un généralement. talent. Il y a eu quand même une extraordinaire parodie très très drôle de Peter Medak avec George Hamilton qui s'appelle La Grande Zorro. Là, un film vraiment rigolo et pas dégénéré, vraiment un bon film drôle. Et puis il y a eu plein d'autres choses encore. Ni après, ni avant, il arrive toujours à temps. Qui c'est? C'est Zorro! Acclamez votre héros! C'est Louis! Je me doutais bien que tu ne pourrais pas te débrouiller seul. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me débrouillais très bien. Bien? Mais voyons, moi, je suis une seconde de plus et t'avais 5 balles dans la tête. Admets-le, tu aimes attirer l'attention. Non, mais je me suis retrouvé avec ce costume et je me suis dit, mais où va-t-il porter? Attrapez-les tous les deux! Attrapez-les! Mais d'où ils sortent tous ces hommes? Oh, j'adore les paris impossibles. Dans les années 40, Johnson McCulley a pris un agent qui s'appelait John Gertz, un homme très habile, etc., qui réussit à vendre la série à Disney. Mais bien plus tard, John Gertz était à la retraite, il a eu un fils. Et ce fils-là décida de reprendre la série à Disney. John Gertz Jr. décida de faire une nouvelle série télé. Ah, mais c'est la fameuse série qu'on a vue en France et qu'on a vue dans le monde entier, parce que c'était une coproduction internationale. Il y avait les Italiens, il y avait les Allemands, les Français et aussi les Américains dans le coup. Ça a duré 4 saisons, 89 épisodes. C'était tourné en Espagne en 1989. C'était Ellipse en France, d'ailleurs. C'était Ellipse en France, tout à fait. C'était Beta Film en Allemagne. Et c'était au départ Patrick James qui devait interpréter le rôle de Zorro, mais le pilote de la série était tellement désastreux qu'on lui a préféré un acteur canadien, Duncan Regehr, pour tenir le rôle principal. C'était une série vraiment très flamboyante.
Restez en arrière. Ce n'est qu'un homme. Je vais vous le prouver. Son sang va couler. Et John Gertz Junior, qui n'était pas plus bête que John Gertz Senior, se dit maintenant que la série a marché, pourquoi ne pas refaire un long métrage de Zorro? Alors il rendit visite à Steven Spielberg et lui dit faisons un nouveau film de Zorro. Et ça se tient, puisque tout le monde dit que Steven Spielberg est un petit peu le Disney contemporain, le Disney moderne, que Steven Spielberg réussit à faire les films que Disney, pas l'homme, mais la compagnie Disney, n'arrive plus à faire, les Aventuriers de l'Âge perdu et compagnie. Donc en effet, c'est l'homme de la situation. Donc Zorro Disney, Zorro Spielberg, c'est un peu le même combat. Absolument. Quoi, hein. Et Spielberg, n'ayant pas le temps de faire le film, pensa à Rodriguez, et Rodriguez pensa à Banderas. Et l'histoire, forcément, n'est pas finie. Récemment, j'ai vu chez Mondo Video un Zorro italien qui est très manga japonais. Et tu n'as pas encore vu la nouvelle série américaine, Queen of Swords, c'est une Zorro féminine. Et c'est pas fini, parce que Zorro, le vengeur éternel, en aura besoin bientôt en colonisant Mars. Zorro, c'est la planète Vénus. Zorro et ses cousins. Zorro... Du calme, Jean-Pierre, calme-toi. Zorro pour toujours, Zorro éternellement, Zorro en 2003, on en bouffera encore. Stands for Zorro. Zorro, Zorro, the fox so cunning and free. Zorro, the sign of the sea. Et maintenant, pour le masque de Zorro, c'est donc bien l'arrivée de Steven Spielberg, non? Oui, enfin, résumons-nous. Spielberg veut faire le film. Il a adoré Zorro quand il était petit. Bah donc oui. il veut le réaliser avec Raoul Julia, de la famille Adams, je sais. Raoul Julia et Andy Garcia. Et puis Raoul Julia est mort. À ce moment-là, il passe le projet entre les mains de Robert Rodriguez, qui veut prendre Antonio Banderas pour faire Zorro et Sean Connery pour faire le méchant. Le choix est un peu curieux, mais pourquoi Mais pas? on est à Hollywood, Robert C'est Rodriguez change d'avis. Et à ce moment-là, on va chercher un réalisateur qui vient de faire GoldenEye, un James Bond, qui s'appelle Martin Campbell. Qui a fait de nombreuses séries télé, dont plein d'épisodes de Homicide. Exactement. Et il va prendre Antonio Banderas, toujours la même idée, et il va prendre Catherine Zeta-Jones, et dans le rôle du méchant côteleux, Anthony Hopkins. Et vous allez voir ce film formidable maintenant, qui est vraiment le Zorro définitif, parce que, Antonio Banderas est hispanique. Oui, mais enfin, Guido Catalano, à savoir que Williams aussi. Hein. Disney s'est utilisé. Antonio Banderas est hispanique, et on revient à la base, car il s'appelle, dans le film, la vraie identité de Zorro, il s'appelle Alejandro Murrieta, comme Joaquim Murrieta, le bandit d'honneur qui donna l'idée de Zorro à son auteur. Donc c'est le vrai Zorro, celui-là. C'est le vrai, l'ultime, le dernier, le parfait Zorro.